Bonjour, vous me voyez le sourire aux lèvres car je suis heureux de vous présenter une photo extraordinaire, une image historique qui a été révélée aujourd'hui lors d'une conférence coordonnée mondiale qui s'est tenue donc à 15 h heure de Paris tout à l'heure, cet après-midi. Nous sommes le 10 avril 2019. Cette photo, la voici, c'est la première image d'un trou noir prise donc par un réseau de radiotélescopes répartis à la surface de la planète. Et cette image est vraiment extraordinaire, c'est une première historique. Jamais on n'avait pu résoudre angulairement l'horizon d'un trou noir. Ce qu'on voit ici, le point noir au milieu de la lumière, c'est l'ombre du trou noir. Ça marque l'horizon du trou noir. Je vais rappeler en deux mots de quoi il s'agit. Mais il faut se représenter la prouesse. Donc il a fallu mettre de coordonner, si vous voulez, en fait 8 radiotélescopes répartis à la surface du globe qui, en coordonnant leurs données par un processus qu'on appelle l'interférométrie, permettent en fait de simuler ce que serait un radiotélescope qui aurait pour diamètre la taille de la Terre elle-même, en prenant chacun un petit bout du front d'onde qui nous parvient de ce trou noir situé tout de même à un peu plus de 50 millions d'années-lumière de la Terre. Trou noir gigantesque, je vais en dire un mot. Donc en captant des petits bouts du front d'onde de cette lumière qui nous parvient de là-bas, on peut en fait, en les combinant, reconstituer l'ensemble du front d'onde qu'on pourrait capter si on avait la taille de la Terre. Et ça permet d'obtenir une résolution angulaire extrêmement grande qui donc a permis de distinguer les différentes parties de l'horizon de ce trou noir. Alors, de quoi s'agit-il? Rapidement, vous savez, je pense tous qu'un trou noir est un objet suffisamment dense. Enfin, il n'est pas nécessairement très massif dès lors qu'il est de petite taille, ou bien il peut être de grande taille, mais alors extrêmement massif. Ce qui compte, c'est vraiment la concentration de la masse. Donc, en l'occurrence ici, nous avons un trou noir dit supermassif, un trou noir qui a une masse en fait, donc, qui a permis du coup d'être confirmé par cette mesure, une masse d'environ 6,5 ou 6,6 10 puissance 9 masse solaire. Alors 10 puissance 9, c'est 1 milliard, donc 6 milliards et demi de fois la masse du Soleil. C'est absolument colossal. Et du coup, la théorie de la relativité générale nous dit que un trou noir de cette masse doit avoir en fait un diamètre, alors on va préciser ce qu'on entend par diamètre, de l'ordre, alors j'avais dû noter quelques chiffres, je ne me souviens plus exactement, ça correspond à peu près à 20 milliards de kilomètres. 20 milliards de kilomètres, alors c'est beaucoup, mais évidemment pour une telle masse, c'est peu. Ça correspond à peu près à 2 fois la taille du système solaire. Enfin, si on regarde l'orbite de Pluton, à peu près, ça fait quelque chose comme ça. Ça correspond à peu près à 1,5 jours-lumière. Donc la lumière met 1 jour et demi à parcourir cette distance. Ça paraît gros, mais pour une masse aussi colossale que ça, en fait c'est petit, et par conséquent on a une condensation de la masse telle que l'attraction gravitationnelle de ce corps sur tout ce qui est autour est absolument gigantesque, au point que lorsqu'on s'approche vraiment trop près, il n'est plus possible de s'échapper, même à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse maximale qu'il soit possible d'atteindre. Et donc, dès lors qu'on traverse ce fameux horizon, c'est la définition de l'horizon, c'est la frontière au-delà de laquelle, si on y va, eh bien, même si on faisait marche arrière à la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas sortir. Par conséquent, même la lumière ne peut pas sortir, et c'est pour ça qu'on parle de trou noir. Rien ne peut s'échapper d'au-delà de cet horizon qu'on appelle aussi l'horizon des événements. L'horizon des événements. Event Horizon en anglais, l'horizon des événements, et le nom de ce réseau de télescopes qui a permis cette prouesse, je montre encore, très beau, le nom de ce réseau s'appelle l'EHT, ce qui veut dire Event Horizon Telescope, le télescope de l'horizon des événements, donc qui a été conçu spécialement pour observer donc cet horizon des événements. Alors, il faut se rendre compte que
observer quelque chose qui est à 20 milliards, enfin qui a une taille de l'ordre de 20 milliards de kilomètres, mais qui se trouve à 50 millions d'années-lumière, 53 je crois à peu près, enfin c'est pas tout à fait bien établi, mais 50, pardon, millions, n'exagérons pas, millions d'années-lumière, cela correspond à peu près la taille, je ne sais pas, d'une balle de ping-pong qui serait sur la Lune. Donc c'est un pouvoir de résolution absolument colossal. On dit aussi qu'on pourrait lire le journal à New York en étant assis à la terrasse d'un café parisien. Bon, il y a quand même une petite courbure de la Terre. Enfin, c'est une image. Ça pour dire que c'est une résolution colossale. Et ça n'a été possible que par, donc, comme je le disais, la mise en coordination de 8 radiotélescopes à la surface de la planète. Alors, il y en avait, donc si je vous représente grosso modo ici, très vite fait, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, vous avez Hawaï ici, vous avez l'Antarctique là, et puis là il y a l'Europe qui démarre, et vous avez ici les Canaries, et donc les radiotélescopes qui faisaient partie de ce réseau. Alors, il y en avait un donc aux Canaries, il y en avait 2 à Hawaï, je crois. Il y en a un dans l'Arizona. Il y en avait 2 au Chili, un au Mexique, un en Antarctique. Ça fait combien ça? 2, 4, 6, 8. Bah, c'est ça. Donc il y avait 8 radiotélescopes comme ça qui n'ont pas été construits spécialement que pour ça, mais leur mise en réseau et la manière dont on a pu coordonner les observations pour que ces 8 radiotélescopes observent au même moment ce trou noir spécifique, c'est une prouesse dont je vais dire un mot tout de suite après. Mais donc, on a ces 8 radiotélescopes qui, dans la campagne, en tant que participants à l'Event Horizon Telescope, ont mis en commun leurs données et ont coordonné donc leur campagne d'observation. Alors, vous voyez que ça permet d'avoir donc de capter la lumière en provenance du centre de cette galaxie, qui est la galaxie M87. Je vais en dire un mot aussi très rapidement. Ça permet de les capter avec un grand bras, je vous dis, comme si on utilisait un radiotélescope qui était de cette taille-là. Alors, évidemment, si on avait vraiment un radiotélescope de la taille de la planète, on obtiendrait beaucoup plus de lumière, mais là, le point clé, c'était pas tellement d'avoir beaucoup de lumière, ça joue, mais donc c'est pas la peine de collecter tous les photons qui viennent de là-bas et qui arrivent sur la planète. Ce qui est important, c'est d'avoir des points à différents endroits, de façon à pouvoir faire ce processus d'interférométrie qui donne la résolution angulaire colossale qui a été observée. Alors, que dire de ce trou noir? Donc, c'est un trou noir, je l'ai dit, qui a une masse gigantesque et qui se trouve en fait au centre de la galaxie M87. Alors, cette galaxie, alors elle s'appelle M comme Monsieur Messier, hein, qui est cet astronome français qui a fait un catalogue de nébuleuses, de choses qui n'avaient pas l'air d'être des étoiles, des nébuleuses qu'on voyait dans le ciel. Ce catalogue date, si j'ai bonne mémoire, de 1781. Donc ça ne date pas d'hier. Et Messier donc, a répertorié dans le ciel un certain nombre de nébuleuses comme ça, je crois qu'il y en avait 103, et celle-ci c'est juste la 87e dans son catalogue. Et donc cette galaxie particulière se trouve dans la constellation de la Vierge. Donc on peut la voir de n'importe où d'ailleurs, hein, sur la planète, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, hein, puisque... enfin bref. Dans cette constellation, pardon, se trouve en fait un amas de galaxies très important qui n'est pas très loin à l'échelle, alors je vous l'ai dit, c'est environ 50 millions d'années-lumière, c'est pas si loin que ça à l'échelle de l'univers, et donc c'est en fait vraiment la banlieue, c'est le gros amas de galaxies qu'il y a pas trop loin de chez nous, enfin quand même un petit peu loin, et donc il y a beaucoup de galaxies dans cet amas, et la galaxie M87, c'est la galaxie principale au cœur de cet amas de galaxies. La galaxie elle-même est encore bien plus massive que ça, bien sûr. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 2400, en tout cas quelques 1000 ou 2000 fois, pardon, 2000 milliards de masse solaire. Hein. Donc c'est beaucoup plus massif que notre propre galaxie. C'est une très grosse galaxie, mais le point clé, c'est que en son centre se trouve donc un trou noir supermassif
Vous savez qu'en général, au centre, probablement au centre de toutes les galaxies se trouve un trou noir. Au centre de notre galaxie se trouve un trou noir, mais de masse beaucoup plus faible. La masse au centre le trou noir au centre de notre galaxie a une masse d'environ 4,3 je crois, 10 puissance 6 masses solaires, c'est-à-dire un peu plus de 4 millions de masses solaires. Là, on parle de 6,5 milliards de masses solaires, hein, donc plus de 1000 fois supérieur. Alors, quel est l'intérêt de ce trou noir? Eh bien, c'est que, étant très gros, il a un horizon des événements, donc son horizon au sens que j'ai décrit rapidement tout à l'heure. Cet horizon est très grand, ce qui permet que, bien que l'objet soit loin, il n'est pas inenvisageable d'arriver à le résoudre angulairement, c'est-à-dire à distinguer deux points ici et là, enfin, donc à pouvoir vraiment tracer son image. Ne pas confondre l'ensemble des points en un seul, auquel cas, évidemment, on ne voit rien, on voit juste la lumière émise autour, et puis on ne verrait pas l'ombre à l'intérieur. Donc c'est vraiment ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit l'ombre du trou noir à l'intérieur. Et puis en plus, donc, la lumière, en fait, vous savez, par des effets de relativité générale, lorsqu'on se trouve, si on a un trou noir comme ceci, s'il y a de la lumière donc nous, mettons qu'on regarde par là, s'il y a de la lumière qui vient ici, le trou noir ne se contente pas d'intercepter la lumière est courbée, puisque l'espace-temps, a une trajectoire courbe, puisque l'espace-temps est courbé autour du trou noir, donc ça, ce sont des calculs de la relativité générale qui permettent de calculer ça très bien. Alors, c'est pas très simple, mais conceptuellement, c'est très simple, on sait le faire, et on sait depuis des années maintenant, on sait que la lumière peut, est déviée par le trou noir, et on peut voir, si vous aviez une source ici à l'extérieur, enfin, à l'arrière, vous pouvez voir, en fait, la même source provenir dans différentes directions vers vous, en ayant contourné le trou noir, et ça vous fait des sortes d'anneaux qui viennent autour. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les mirages gravitationnels, c'est des choses très classiques qu'on observe très bien. Là, c'est un petit peu différent. Cette image est une combinaison de cet effet de lumière qui va être, dont la trajectoire va être affectée par la structure même de l'espace-temps autour du trou noir, mais en plus, il y a en fait l'émission de lumière autour du trou noir lui-même. C'est-à-dire que vous ne voyez pas des choses qui viennent d'une galaxie qui serait située derrière le trou noir, contrairement à ce qu'on fait en général pour les lentilles gravitationnelles. Ici, il s'agit bien du rayonnement du gaz qui se trouve autour du trou noir. Alors bien évidemment, la lumière qu'on voit là n'est pas la lumière issue du trou noir. Rien ne peut sortir du trou noir proprement dit, au-delà de l'horizon des événements, mais en fait, au centre de cette galaxie, il y a ce trou noir, mais il y a aussi du gaz qui vient tomber sur le trou noir et qui chauffe énormément jusqu'à des températures très élevées, ce qui fait que ça émet de la lumière, puis il y a des processus d'accélération, enfin, il y a différents types de processus d'émission de lumière, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Le point clé, c'est que donc tout autour est émis de la lumière, et la partie qui se trouve à l'extérieur de l'horizon des événements peut être vue, évidemment, parce que celle-ci n'est pas empêchée de s'échapper du trou noir. Elle n'est pas dans le trou noir, elle est juste autour, et donc c'est comme ça qu'on peut effectivement voir précisément la frontière, ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Donc c'est extraordinaire de pouvoir cartographier ça et vérifier ainsi les équations de la relativité générale qui donnent, en l'occurrence, par exemple, le rapport entre la masse de l'objet et le rayon de son horizon des événements. Et ceci a été vérifié, donc, ce qui est en soi un accomplissement très important, puisque c'est une nouvelle confirmation de la théorie de la relativité générale. Vous savez qu'il y en a beaucoup, il y en a une qui a fait grand bruit récemment, avec la découverte des fameuses ondes gravitationnelles générées lors de la coalescence de deux trous noirs. Mais lorsqu'on a vu les ondes gravitationnelles issues des trous noirs, on n'a pas vu les trous noirs eux-mêmes, d'accord ? On a calculé ce que donnerait la coalescence en termes de signal d'ondes gravitationnelles. J'avais fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais on n'a pas vu les trous noirs, on a juste vu que les ondes gravitationnelles observées correspondent tout à fait à ce qui est prédit lorsque deux trous noirs de telle et telle masse coalescent. Ici, pour la première fois, vraiment j'insiste, on peut voir directement cet horizon des événements
Donc c'est très important. Alors je disais, que disais-je? Oui, alors cette lumière émise ici est en fait émise par le gaz chauffé au voisinage du trou noir. Et en fait, avant de voir cette image remarquable, on connaissait très bien cette galaxie M87, d'abord parce que c'est une très grosse galaxie, donc au centre d'un amas qui n'est pas si loin que ça, et on la connaissait en particulier pour sa capacité à émettre. Alors la galaxie est ici, et vous voyez qu'elle peut émettre un jet, enfin qu'elle émet un jet de particules relativistes sur des milliers d'années-lumière ici. Et donc on savait bien en réalité qu'un trou noir se logeait là, capable d'émettre ce jet de lumière, hein, essentiellement perpendiculairement à le gaz qui tombe sur le trou noir, du fait des effets de rotation, tend à se mettre le long d'un disque, et il y a des processus qui sont très complexes d'ailleurs, des processus de magnéto-hydrodynamique, qui permettent d'éjecter une partie de cette matière suivant des jets ici à très grande vitesse, des vitesses relativistes, hein, quasiment la vitesse de la lumière. Et donc on connaissait le jet, et maintenant on a pu pour la première fois donc voir le trou noir qui se trouve à l'origine de ça. Et donc maintenant on va étudier, il y a beaucoup de choses à tirer d'un point de vue astrophysique en regardant précisément comment le jet, comment est lié vraiment le jet à l'origine ici du trou noir, qui peut d'ailleurs avoir une activité qui varie dans le temps. Et on a observé, on observe régulièrement des variations de cette activité, avec des missions de blobs de temps en temps. Et donc ça va être très intéressant de corréler les observations dans les hautes longueurs d'onde, dans les rayons X, y compris dans les rayons gamma très durs, au niveau du jet, surtout à la base du jet, et donc ce qui peut se passer au niveau de ce type d'image. Alors sauf que c'est pas si simple à prendre ces images, je vais en dire un mot tout de suite, mais tout ça pour vous dire que au moment où a eu lieu la campagne de prise de données, il y a eu aussi d'autres observations par des satellites, en particulier en rayon X et en rayon gamma, Chandra en particulier, qui ont observé au même moment ce qui se passait pour essayer de faire un lien, de voir s'il y avait des choses à tirer. Donc il y aura beaucoup de travaux astrophysiques qui vont découler en plus de cette image remarquable qui, en soi, ok, c'est une image, mais sa signification est vraiment très profonde. Donc, je le disais, un trou noir qui, lui, n'émet pas de la lumière, mais qui fait de l'ombre, en fait, au sein de l'émission du gaz chaud chauffé qui tombe sur le trou noir juste avant donc de passer l'horizon. Et puis donc en fait les gens qui ont analysé ces données ont vérifié par des simulations de ce que doit émettre un trou noir, ont vérifié que cette image était effectivement tout à fait compatible avec ce qu'on attend. À la fois donc il y a la question de l'émission de la lumière et il y a la question de la modification de sa trajectoire au voisinage du trou noir, et c'est la combinaison de tout ça qui fournit au bout du compte cette image extraordinaire, cette image historique qui doit nous réjouir tous. Bien, alors je voulais dire un mot, oui, de la collecte des données, et puis je m'arrêterai là. C'est tout à fait extraordinaire, cette image n'a l'air de rien, mais elle a nécessité une prise de données colossale de, je crois, 5 ou 6 pétabytes. Alors ça, c'est 10 puissance 15, c'est-à-dire qu'on a ici, donc vous avez l'habitude de peut-être des gigabytes. Si vous téléchargez un film sur Internet ou si vous regardez en streaming, vous pouvez... un gigaoctet, c'est déjà gros. Là, on parle de 6 millions de gigaoctets. Alors c'est très intéressant parce que c'est pas si simple de collecter ces données. Alors d'abord, une chose qui m'a amusé d'ailleurs dans la conférence de presse qui a eu lieu donc tout à l'heure, la personne qui présentait disait que, en fait, une chose qui a été le plus difficile, ça a été de coordonner, c'était le problème donc pour coordonner les observations, ça a été le problème de la météo. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple. Il faut donc, vous avez en Antarctique, à Hawaï, aux Canaries, et puis tout au long ici de la cordillère, parce que c'est mieux d'être en altitude, hein, c'est la raison pour laquelle là vous avez les volcans, là, à Tenerife, etc. Là vous avez Hawaï.
Bref. Donc, il a fallu qu'il fasse beau au même moment à tous ces endroits. Et c'est pas si simple. Donc, alors il raconte qu'ils ont eu de la chance. Il y a un moment, il y a eu 3 jours de météo qui ont permis d'observer ça. Alors, c'est bon de savoir aussi que ces observations qui ont conduit à cette image, donc publiée, révélée aujourd'hui, 10 avril 2019, ont été prises il y a très exactement 2 ans en réalité, en avril 2017, mais il a fallu beaucoup de temps pour produire cette image, parce que produire cette image, ce n'est pas rien. Il faut donc collecter les données sur plusieurs jours, prises en différents endroits, et il est absolument capital pour pouvoir reconstruire le front d'onde global qui nous parvient du trou noir afin d'obtenir la résolution angulaire dont je vous ai parlé, qui correspond, je crois, je ne l'ai pas dit, à 20 micro-arcs-secondes. Donc 20, 10-6 arcs-secondes, et un arc-seconde, hein, vous avez 1 degré, d'accord? 1 degré, c'est donc 1 sur 360 fois... Enfin, 1 sur 360 pour un tour complet, d'accord? Donc 1 degré, c'est pas beaucoup. Et alors, vous divisez le degré en 60, ça vous fait 1 minute d'arc, et vous divisez la minute en 60, et ça vous fait 1 seconde d'arc. C'est vraiment minuscule. Et là, on parle de 20 microsecondes d'arc, donc 20 millionièmes de soixantième de degré. Bref, donc c'est vraiment une résolution colossale, hein, vous l'avez compris, c'est vraiment ça la prouesse extraordinaire. Donc, pour obtenir cette précision, il faut non seulement prendre des données à différents endroits, mais il faut les coordonner en temps, de façon à reconstituer ce qui serait... Alors, oups, de façon ça... Si vous aviez un grand télescope d'une seule pièce, la lumière venant d'ici, depuis la galaxie lointaine, donc vous avez un front d'onde tout à fait parallèle qui arrive ici, et l'idée c'est que votre miroir doit être absolument parfait pour venir faire converger tous ces rayons, d'où qu'ils viennent, tous dans la même direction, au foyer du télescope. C'est ça l'idée, vous récupérez ce qui vient sur un faisceau comme ça, et vous venez les faire converger ici. Mais évidemment, si vous avez votre miroir qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas la forme qu'il faut, en général parabolique en l'occurrence, si vous avez des déformations, eh bien, les rayons vont pas tout à fait converger ici. Et donc, vous ne pourrez pas faire interférer les choses. Donc, bon, bref, vous n'aurez pas une image précise avec la résolution angulaire qu'il faut, que vous voulez. Et donc, mais ici, donc, notre grand télescope, en fait, il est composé de, bien, en Antarctique, il y a un bout, au Chili, il y a un bout, à Hawaï, il y a un bout, alors, enfin, il faut l'imaginer à 3D, il y a un bout ici aux Canaries, un bout en Arizona, et puis, donc, il faut qu'ils soient bien coordonnés, comme s'ils étaient sur un seul et même ensemble. Et par conséquent, il est absolument capital d'avoir un timing très précis des données. Parce que, évidemment, chacun prend les données de son côté, et à un moment, il va falloir les mettre ensemble, d'accord? Et pour les mettre ensemble, en fait, ce qu'il faut faire, c'est les stocker sur des disques durs, en notant très bien, très précisément, à quel moment a été prise telle donnée pour la comparer avec la donnée correspondant au même moment. Alors, en fait, au même moment, avec le décalage qu'il faut pour reconstruire une parabole virtuelle sur le réseau de télescopes pour justement mimer un seul et unique télescope qui aurait la résolution voulue. Donc vous voyez que c'est quand même, techniquement c'est très fort. Alors pour avoir le niveau de précision requis sur le timing des données, il a fallu développer, enfin il a fallu donc mesurer le temps à chaque endroit par des horloges atomiques. Donc à chaque endroit, il y avait une mesure du temps précise par l'horloge atomique qui permet donc une précision très grande. Et ensuite, comme je vous dis, alors ça prend, je sais plus, c'était on pourrait raconter, mais c'est des térabits par jour. D'accord
Donc c'est beaucoup de données, et d'ailleurs c'était assez drôle aussi pendant la conférence de presse, il nous a été expliqué, mais ce qu'on savait bien sûr, hein, il suffit de réfléchir 2 secondes, qu'il est clair que c'est pas par internet qu'on s'envoie ces données-là, d'accord. La meilleure façon, c'est de toute façon, on a stocké sur des dizaines de disques durs en chaque endroit, donc je vous dis au total des pétaoctets, c'est vraiment là, c'est la big data pour de vrai. Et donc simplement, des dizaines de disques durs ont été amenés par avion, bien évidemment, c'est bien plus pratique que par Internet, c'est bien plus rapide en l'occurrence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand il y a un tel volume de données. Et donc toutes ces données ont été rassemblées dans un lieu avec des super ordinateurs conçus spécialement pour traiter ce volume de données et les mettre en conformité temporelle, hein, ce qui est donc quelque chose de délicat, mais vous voyez que pour développer ce genre de prouesse, il y a énormément d'infrastructures, enfin en tout cas de technologies digitales derrière qui sont vraiment à la pointe et en fait qui font progresser la technologie digitale. Bref, c'est vraiment une combinaison de prouesses remarquables, et donc voilà, au bout du compte, ça donne ça, je ne sais pas quoi en dire de plus, c'est vraiment extraordinaire, j'espère que vous êtes émus vous aussi, moi je le suis. C'est vraiment, ça a été révélé aujourd'hui, alors j'ai été surpris aussi dans la conférence de presse, à un moment, un des journalistes pose la question, est-ce que malgré tout, ok, vous êtes habitué à voir ça, est-ce que vous êtes quand même ému? Et alors il y avait je sais pas, la directrice ou le président de la National Science Foundation aux États-Unis, qui donc nous a dit que lorsqu'elle a découvert cette photo, mais en même temps que nous, elle a eu effectivement les larmes aux yeux. Je vous cache pas que c'était mon cas aussi. C'est vraiment remarquable. Mais j'étais surpris de voir que même la présidente de la National Foundation, qui a financé ce projet en partie, il y a d'autres agences, etc., n'avait pas vu la chose avant tout le monde. Donc, vous voyez, c'est un scoop. Vous êtes, voilà, le monde connaît ça depuis maintenant quelques heures. Vous êtes parmi les premiers, peut-être vous l'avez suivi en direct, certains d'entre vous ont suivi en direct cette conférence de presse, c'était vraiment tout à fait extraordinaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vous laisse admirer ça, juste peut-être pour vous dire qu'effectivement, au-delà de la prouesse technique, au-delà de la prouesse technologique, numérique, et tout ce qu'on a dit sur le traitement des données, etc., il y a évidemment un intérêt astrophysique très important sur la compréhension des... Alors d'abord, la compréhension de la gravitation elle-même, la vérification de la relativité générale, puis la compréhension de tous ces phénomènes de haute énergie qui se produisent au voisinage des trous noirs, et en particulier le lancement des jets de particules relativistes qu'on observe quasiment autour de tous les trous noirs. Alors, pas celui au centre de notre galaxie pour l'instant, parce qu'il semble en ce moment dans une période de repos en quelque sorte. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, le trou noir n'émet pas de lumière, mais le trou noir, s'il est alimenté en quelque sorte par de la matière, eh bien, il va pouvoir rayonner parce que le gaz va être chaud, et puis il va y avoir des processus d'accélération, des processus de lancement de jets, etc. Donc, le trou noir lui-même n'émet pas de la lumière, il ne produit des effets d'astrophysique dite de hautes énergies, à condition qu'il soit nourri par de la matière qui tombe sur lui. Et il se trouve qu'au centre de notre galaxie, il y a bien un trou noir qui n'est pas aussi massif que ça, mais enfin qui est tout à fait respectable quand même, 4 millions d'années-lumière, 4 millions de masses solaires. Il n'est pas en ce moment nourri par la matière, juste il n'y en a pas qui tombent dessus en ce moment. Donc ça reviendra, on a des traces de l'activité passée, parce que ça laisse des traces dans le voisinage. Bon, bref, c'est tout un autre chapitre dont on pourrait parler une autre fois, mais en ce moment, il est au repos. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en fait, la première image donc historique d'un trou noir vu par l'humanité terrestre est le trou noir M87 et non pas le trou noir au centre de notre galaxie qui, bien que plus petit, serait visible aussi en principe, puisqu'il est beaucoup plus près. Donc sa taille angulaire serait accessible par le HT, là, le Event Horizon Telescope pour l'horizon des événements. Donc en fait, la campagne a été menée en 2 temps. Enfin, disons, il y avait 2 objectifs majeurs
pour ce réseau de télescopes, c'était observer le trou noir au centre de notre galaxie et observer le trou noir au centre de M87, dont nous savions, parce que nous connaissons les trous noirs au centre des galaxies, nous connaissons leur masse, et nous savions que c'était une possibilité, et l'autre était notre trou noir central. Eh bien, notre trou noir central, on ne l'a pas vu, et c'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on sait par ailleurs. Mais M87, dont on sait parfaitement qu'il est actif, hein, ce jet en témoigne, même si évidemment le jet ici a été émis il y a des milliers d'années, enfin c'est cette partie-là, mais nous savons qu'il est actif en ce moment, et donc on savait qu'il y avait une chance de le voir, à condition donc qu'il soit suffisamment gros, et donc à condition qu'il soit suffisamment massif. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait deux écoles quant à sa masse, suivant qu'on la mesure à partir de la dispersion des étoiles, du mouvement des étoiles autour de lui, qui donne une idée du potentiel gravitationnel, hein, suivant l'effet de gravitation sur les étoiles autour. On peut en déduire la masse du corps, et connaissant sa masse, on peut en déduire le rayon du trou noir, qui est proportionnel, tout simplement, enfin, le rayon de l'horizon des événements, ou donc suivant qu'on mesure par ce biais-là, ou en regardant plutôt le gaz autour. Apparemment, c'est Ramarkov qui a parlé un petit peu de cet aspect. Donc il y avait deux écoles sur la masse du trou noir. On savait qu'il était de quelques milliards de masse solaire, mais suivant qu'il était dans la fourchette haute ou la fourchette basse, on aurait pu le voir ou pas le voir. Par chance, il était dans la fourchette haute. Et donc, on a pu effectivement résoudre, quand je dis voir, je veux dire résoudre angulairement sa taille. Voilà, donc Sarah Markov, by the way, très grande astrophysicienne à l'université d'Amsterdam, avec laquelle j'ai eu la chance d'interagir plusieurs fois à l'occasion justement d'un autre aspect, et je pense que c'était pour ça aussi peut-être qu'elle était là à cette conférence de presse, pour un autre aspect qui est la rétroaction de l'effet des trous noirs sur la galaxie. On s'est aperçu depuis maintenant quelques années quand même que en fait l'activité du trou noir central au centre des galaxies, comme son nom l'indique, le trou noir au centre des galaxies donc, avait une capacité de rétroagir sur toute la dynamique de la galaxie, et en particulier sur la formation d'étoiles dans les galaxies. Et donc il y a une espèce d'écologie galactique où l'activité du trou noir va produire donc, beaucoup d'énergie, enfin produire, disons, on ne produit jamais de l'énergie, on transforme une forme d'énergie en une autre, mais en tout cas va permettre d'introduire dans le milieu interstellaire par exemple de chauffer du gaz, de vaporiser la poussière, et qui va donc empêcher la formation d'étoiles en fait. Alors en d'autres endroits, il peut y avoir des effets inverses où vous avez des... Bon bref, je ne rentre pas dans les détails astrophysiques. Ce que je veux dire, c'est que l'activité énergétique très importante associée au trou noir va modifier ce qui se passe autour, et en particulier, en général, en fait, freiner la formation d'étoiles et donc ralentir l'évolution galactique. Et donc, tous ces processus de régulation des activités au sein d'une galaxie et au sein d'un amas de galaxies, comme c'est le cas pour M87, hein, je vous ai dit, il s'agit de l'amas de la Vierge, qui est un très gros amas de galaxies, donc pas si loin que ça, 50 millions d'années-lumière. Donc tous ces processus méritent d'être mieux connus, mieux compris, pour voir comment se régule, donc en fait, ce que j'aime bien appeler l'écologie galactique, ou même extragalactique, en s'agissant ici des amas de galaxies. Donc vous voyez, il y a énormément d'astrophysique à faire autour de ces activités du trou noir. On a beaucoup de moyens d'observation sur différentes longueurs d'onde. Ici, c'est donc une observation en radio, hein, de longueur d'onde de 1,3 mm, je crois, 230 GHz, quelque chose comme ça. L'avantage de ces ondes radio, c'est qu'elles peuvent traverser, se propager à travers la matière. Si vous regardez dans le visible, vous allez être absorbé par toute la matière des galaxies devant, enfin de la galaxie, etc. Donc, mais je ne rentre pas dans ces détails, ce sont des détails techniques. Je voulais juste vous présenter un petit peu, d'abord, vous faire partager le plaisir de cette magnifique photo, historique, hein, vraiment, et puis vous donner un petit peu le contexte
contexte, et surtout donc pour conclure, insister sur le fait que c'est pas juste produire des belles images, c'est vraiment essayer de bien comprendre les processus de haute énergie qui se passent dans les galaxies, et y compris au cœur, près des trous noirs et dans les amas de galaxies, mais aussi des processus qui se passent beaucoup plus globalement sur tout l'environnement du trou noir jusqu'à l'ensemble de la galaxie, puisqu'il y a des influences et des phénomènes de rétroaction. Très important. Voilà. Donc, l'avenir de ça, c'est évidemment continuer. Ce que vont essayer de faire maintenant les membres du consortium EHT, c'est d'ajouter des radiotélescopes, parce que plus il y en a, en fait, plus la précision est bonne, plus la reconstruction du front d'onde global, on le comprend bien, va être meilleure, et donc on va gagner en résolution encore, pour essayer de voir plus de détails, que ce soit moins flou en quelque sorte. Et c'est donc, enfin bon bref, plus il y en a, si vous avez, ça va comme le nombre de télescopes au carré, donc en rajouter, ça fait gagner plus que linéairement, en quelque sorte. Enfin, peu importe, c'est un détail. Donc, augmenter le nombre de télescopes et essayer de travailler aussi à un peu plus haute fréquence pour également avoir une meilleure résolution. Donc, il y a des choses à venir. En tout cas, bon, il n'y aura pas une conférence mondiale à chaque fois, mais c'est sûr que cette science va continuer. Ça va avoir donné évidemment un grand coup de boost à cette collaboration et à ce mode d'approche. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, c'était vraiment la grande première et je crois effectivement que ça justifiait une conférence de presse à l'échelle mondiale. Ça a été diffusé en simultané un peu partout. Peut-être vous l'avez suivi. En tout cas, voilà, quelques explications supplémentaires. Bon, eh bien, si cette vidéo vous a plu et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Et en attendant, que les astres vous soient cléments.